Les soulèvements populaires, c'est comme un esprit. Un esprit, c'est la liberté. Et la liberté, ce n'est pas le problème d'un individu. C'est le problème de tout le monde. Êtes-vous prêt aussi à vous ranger derrière un leader ou vous, c'est juste quand Tshisekedi fait quelque chose, vous critiquez, mais vous ne proposez rien ou parmi vos propositions, vous ne savez pas comment le faire avancer. C'est comme si vous demandez à Tshisekedi de vous aider à faire un soulèvement populaire. Personne n'est contre la personne de Tian Tshisekedi. C'est un patriarche. C'est un grand homme. Mais quand on est en décalage de la situation, il faut essayer de se réapproprier la situation et de prendre une décision ferme vis-à-vis de celui qui est là, qui règne, qui gère, qui gouverne tout un océan de sang. Et mais ce n'était pas présent. Vous n'allez pas me dire que INC ne représentait rien, même s'il y a eu des gens qui sont venus à titre personnel. Vous n'allez pas me dire que le mot qu'il y a ne vaut rien, ne vaut rien. Vous allez me dire que Apareco ne vaut rien. Non, attention. Attention. Ce que je constate dans la composition de ceux qui sont venus, c'est une prédominance G7. Une prédominance G7. G7 et ses alliés récents de Kinshasa. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, Bruxelles, là où les opposants congolais, la majorité d'entre eux se retrouvent à Bruxelles parce que Etienne Tshisekedi Ouamulumba, le leader Maximo, le président de l'UDPS, le président élu, avait invité ou convoqué les opposants congolais. La majorité sont ici pour peaufiner des stratégies, afin de voir comment ils vont soit dialoguer ou déboulonner Kabila 2016. Nous sommes avec M. Dieudonné Bofessé, qui est le vice-président du parti unique, parti avec M. Georges Aloula. Bonjour M. Dieudonné. Bonjour pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je me porte très bien et tout se passe normalement comme il faut. Nous sommes avec vous, on dit, M. Etienne Tshisekedi vous a tous convoqués. Est-ce que vous faites partie de la messe? Bon, l'invitation a été lancée par son initiateur, hein. Donc c'est à lui, il a le loisir de choisir ses invités. Et le parti unique dont je suis le vice-président national n'a pas été convié à cette messe. Et voilà, donc de toute façon, notre position ne nous permet pas d'assister à cette démarche. On aimerait bien savoir votre réaction par rapport à cette conférence, à ce conclave. Je crois que vous l'avez bien suivi. Vous avez suivi les conclusions. On vous laisse le temps de réagir comme acteur politique. J'ai essayé de parcourir les résolutions de ces conclaves. Et à première vue, je constate qu'il n'y a pas de nouveautés, il n'y a pas d'innovation dans ce qu'il a été dit. Ce sont les mêmes choses que nous répétons au quotidien. Donc il s'agit, pour ceux qui reconnaissent ces pouvoirs, il s'agit bien de respect de la Constitution,
Deuxième chose, de l'organisation des élections dans les délais prescrits dans la Constitution. Et finalement, la passation de pouvoir, comme il se doit, le 19 décembre 2017. Et en parcourant cette résolution, je retenu quelques observations. La première observation consiste dans le fait que je vis dans cette litanie, il y a des éléments qu'on reprend tous les jours, notamment par l'IDPS et d'autres. Il s'agit de libre accès aux médias, ça on en parle tout le temps. La libération de l'espace politique, on en parle tout le temps. La libération de prisonniers politiques et des activistes de droits de l'homme, ça c'est devenu un menu quotidien. Mais je n'ai pas entendu un point fort, c'est-à-dire une prise de position de combat face à ces éléments que je viens de citer. Et vers la fin, dans les exigences, je vois que ces conclaves fait appel à la communauté internationale pour accompagner le peuple congolais dans la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Et je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris dans le fait que on ne peut consolider ou renforcer quelque chose que ce qui existe déjà. Mais dans le cas du Congo, on n'a ni la démocratie, ni un état de droit. Donc je ne vois pas par quelle démarche intellectuelle qu'on peut arriver aujourd'hui à dire qu'il faut consolider cette démocratie et cet état de droit. Je me réfère ici en ce qui concerne le système politique, parce qu'il s'agit ici d'un système politique. Lorsqu'on parle de la libération de l'espace politique, il faut se référer à la typologie même des systèmes politiques. Nous distinguons trois sortes, globalement. Il y a la démocratie, il y a le régime autoritaire, il y a les régimes totalitaires. Et nous constatons dans le vœu de gens qui ont participé aux participants de ces conclaves, nous constatons que les éléments qu'ils ont avancés, tous rentrent dans le cadre de ce que moi j'appelle une sorte de prise en compte des caractéristiques de chaque système politique. Kabila puise certains éléments dans l'autoritarisme, notamment la privation des libertés d'expression. Il puise dans l'autoritarisme l'étouffement de la société civile. Et nous voyons, les activistes sont en prison. En même temps, il épouse certaines caractéristiques dans le totalitarisme, notamment la terreur qu'il sème et la désolation sur toute l'étendue de la République du Congo. Donc, c'est ça ce qui fait qu'il se métamorphose dans tout moment, et surtout il met le point sur la démocratie quand ça l'arrange, quand il s'agit par exemple de dire qu'il faut effectivement respecter les institutions. Il puise dans l'architecture institutionnelle démocratique que lui-même il contrôle. Donc ça, ce sont des éléments que je peux dire qu'il serait malsain de dire que nous devons consolider la démocratie et l'état de droit, quelque chose qui n'existe pas. C'est ça mon point de vue sur ces points-là. Et au concours de cela, par rapport à cela, nous, dans l'UNIC, nous avons dit il n'est pas normal que nous allions dans les dialogues avec quelqu'un qui est en soi le déni même de la démocratie. On est sous l'occupation, et cette occupation, on doit agir autrement pour déboulonner Kabila.
Moi, j'aurais souhaité que lors de ces conclaves, qu'une position forte soit prise, c'est-à-dire une position de combat pour dire que, bon, allons dans ce dialogue pour la passation, par exemple, du pouvoir, parce que nous savons très bien qu'il n'y aura pas des élections. Voilà, donc, il y a en quelque sorte, même si on dit que dans les résolutions, il n'y a pas le mot dialogue, mais le dialogue apparaît autrement. Parce que quand on parle de la résolution 2277, il s'agit bien d'un dialogue inclusif. Et ce dialogue inclusif qu'on recommande aujourd'hui est carrément en décalage avec l'évolution de la mentalité du peuple congolais. Merci. Pour ne pas vous couper la parole ici, M. Etienne Tshisekedi et les opposants du conclave, tous sont unanimes, vraiment clairs. Pas de dialogue de Kabila. Il précise pas de dialogue de Kabila, mais il parle de la résolution 2277 où il préfère même la facilitation internationale qu'on puisse adjoindre à M. Kodjo 3 ou 4 personnes pour bien faire le suivi des choses. Oui, cette étape, je parle encore une fois, Pasteur Bobo, cette étape de dialogue de Kabila ou dialogue des Nations Unies lancé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2277, c'est dépassé. À quelques mois des élections, je ne vois pas comment on va arriver à faire quelque chose pour qu'on puisse avoir des élections crédibles, transparentes, au temps qui nous reste. Et il faut savoir qu'en septembre, les 19, parce que les élections doivent avoir lieu, la convocation des élections par la CENI doit avoir lieu 90 jours avant le départ, la fin du mandat du nouveau président. Le nouveau président, donc la fin du mandat de l'actuel président de la République. Alors, l'actuel président usurpateur termine son mandat le 19 décembre. Donc, ce qui veut dire que dans son article 73 de la Constitution, la CENI doit convoquer les élections le 19 septembre 2016. Et avec le temps qui nous reste, est-ce que seriez-vous en phase seriez-vous vraiment avec toutes les gymnastiques qu'on peut faire, est-ce qu'on serait vraiment dans les temps pour organiser ces élections? Moi, je crois que non. Mais je crois que ce qu'on peut demander à la communauté internationale, c'est effectivement d'envoyer quelqu'un, pas un facilitateur, mais un répétiteur qui viendra pour rappeler à Kabila le respect des prescrits constitutionnels. Là, vous soutenez encore la position de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. On vous suit, M. Dieudonné Bofessé, vice-président du parti unique. Vous parlez du soulèvement populaire, mais les gens vous regardent, on vous suit. Tshisekedi, de son côté, a rassemblé les pros et les anti-dialogues pour faire bloc. Mais à votre niveau, vous, les partisans du soulèvement populaire, les gens qui vous empêchent de faire un soulèvement populaire au Congo, vous combattez en ordre dispersé. Chez vous, on ne voit pas un leader. Êtes-vous prêt à se ranger derrière un leader? On connaît quand même des leaders, des gens qui parlent du soulèvement populaire. Êtes-vous prêt aussi à vous ranger derrière un leader, ou vous, c'est juste quand Tshisekedi fait quelque chose, vous critiquez, mais vous ne proposez rien, ou parmi vos propositions, vous ne savez pas comment le faire avancer. C'est comme si vous demandez à Tshisekedi de vous aider à faire un soulèvement populaire. Les soulèvements populaires, c'est comme un esprit. Un esprit, c'est la liberté.
Et la liberté, ce n'est pas le problème d'un individu. C'est le problème de tout le monde. Nous tous, nous devons être acteurs de ces changements. J'aimerais attirer l'attention de ceux qui croient qu'il y a des hommes providentiels. Il n'y a pas d'hommes providentiels. Nous avons besoin d'un leadership dynamique, un leadership de groupe dynamique et visionnaire. C'est ça ce que nous cherchons. Par rapport au soulèvement populaire, le soulèvement populaire n'est pas quelque chose qui vient de néant. C'est un arsenal constitutionnel par l'article 64 de la Constitution qui nous donne ces droits-là de mettre mal toute personne ou un groupe d'individus qui veulent s'accaparer du pouvoir par la force. C'est ça ce qui nous donne ces droits-là. Mais en ce qui concerne le Congo aujourd'hui, le Congo est dans une situation, et tout le monde le sait, mais j'ai l'impression que les gens font semblant de ne pas le savoir. Le Congo est sous l'occupation. Depuis 1996, ça fait 20 ans qu'on est sous l'occupation. On ne peut pas combattre l'occupation en allant dialoguer avec un occupant. On doit le bousculer comme on avait bousculé les colonisateurs à l'époque, en 1959. Ce qui a fait qu'ils les colonisateurs nous ont donné l'indépendance en 1960. Il faut le bousculer par le soulèvement populaire. Et la situation du Congo est chaotique parce que nous ne nous attaquons pas aux individus. Il s'agit bien d'un système politique. Un système politique, c'est un mode de gestion, d'organisation, un mode d'organisation d'un État. On s'est compris le régime politique, la structure économique et l'organisation sociale. C'est ça ce que nous combattons. Et il y a des cas qui militent en faveur de ces soulèvements populaires au regard de la situation économique du pays. Et vous constatez, avec leur programme, ils avaient d'abord commencé en 2006 avec les 5 chantiers. En 2011, c'est transformé en révolution de la modernité. Et aujourd'hui, avec ces intentions de continuer, il nous parle aujourd'hui de l'émergence 2030. Où voyez-vous l'intention de Kabila de quitter le pouvoir? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prendre une position de combat. Personne n'est contre la personne de Etienne Tshisekedi. C'est un patriarche. C'est un grand homme. Mais quand on est en décalage de la situation, il faut essayer de se réapproprier la situation et de prendre une décision ferme vis-à-vis de celui qui est là, qui règne, qui gère, qui gouverne tout un océan de sang. Depuis 20 ans, le sang du peuple congolais ne fait que couler. Aujourd'hui à Beni, c'est un génocide. Un génocide planifié, ciblé. Les autochtones sont tués, massacrés, chassés de leur village. Et aujourd'hui, il y a même des gens, moi j'ai eu un coup de fil de Kinshasa, qu'il y a quelqu'un qui a quitté avec sa famille, toute sa famille, qui est à Kinshasa, il a quitté Beni. C'est l'enfer là-bas. Et parfois, ça m'étonne d'entendre les gens dire que voilà, cette mission de la protection des Congolais était donnée à la MONUSCO. Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. La mission première d'un gouvernant, c'est de protéger ses citoyens. Ça, c'est la mission première d'un gouvernant. Kabila ne veut pas le faire parce qu'il sait pourquoi il ne le fait pas. La complicité de cette situation remonte jusqu'au sommet de l'État. À partir de cette situation, comment voulez-vous que nous puissions dialoguer
avec un homme qui nous met dans une situation d'esclave. Le Congolais doit sortir de cette situation d'esclave pour devenir maître chez soi et prendre en main son destin. Mais comment? Ça, c'est la bonne question. On vous pose la question. Les gens se posent la question au niveau de votre parti. Maintenant, parlons de votre parti. Votre parti unique. Comment voyez-vous les choses? Ça va se passer comment? Comment procéder? La première chose, nous avons fait un constat. Nous avons fait un constat. S'il faut rester formel au niveau de l'architecture institutionnelle démocratique, à laquelle nous autres, nous ne croyons pas, mais restons quand même élégants sur ces points-là. Rejoignons le point de ceux qui reconnaissent cet espace politique comme étant démocratique. Les intentions de Kabila démontrent qu'il n'y aura pas des élections. Du conclave de Mbandaka de PPRD jusqu'à l'interprétation de l'article 70 de la Constitution par la Cour constitutionnelle, qui est d'ailleurs un bureau rattaché, un service rattaché à la présidente de la République, pour donner de la forme juridique aux intentions de Kabila, nous le savons, en passant par les déclarations de Kinké, par le Kabila Désir, le livre de Bochab sur la révision constitutionnelle, en passant par les pétitions, nous savons très bien, tout est clair, que l'article 69 ne sera pas respecté. Kabila a le devoir de veiller au bon fonctionnement des institutions de la République. Il ne le fera pas, parce que l'article 69 dit très bien cela, mais Kabila n'est pas prêt à le faire. L'article 73, comme l'article 74, l'article 74 lui donne ce droit par les prescrits constitutionnels dans son serment de respecter la Constitution. Il ne le fera pas. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire face à toutes ces situations? C'est de prendre notre destin en main. C'est-à-dire, ce n'est pas une affaire d'un parti politique, c'est une affaire de toute une nation. Que le peuple qui se sent lésé, qui est opprimé, puisse se dire que ça suffit. Est-ce que c'est difficile de dire que ça suffit? Est-ce que c'est difficile de se dire qu'on en a assez? Il faut maintenant un affrontement avec ces régimes. Kabila ne va pas tuer tout le monde parce que le sang du peuple congolais court depuis 20 ans. Mais il est temps à un moment donné de se dire que ça suffit. Ce que nous demandons, nous dans mon parti, nous exigeons la démission de Kabila. Et nous savons très bien qu'il ne va pas le faire. Mais il y a des éléments. Il a une certaine habileté. C'est un rusé. Il tire des avantages dans tout ce qu'il voit dans des structures politiques, dans les systèmes politiques. C'est ce qu'il a fait avec le conclave et les concertations nationales. Il a appliqué seulement plus ou moins 25% des résolutions, et dans ces 25% des résolutions, il n'y a que des résolutions qui l'arrangent, notamment en ce qui concerne le M23. Personne n'ignore que le M23, comme le CNDP, comme le RCD Goma, ce sont des alliés internes de Kabila. Aujourd'hui, au moment où on est en conclave ici, les gens sont en conclave ici, M23 est officialisé à Kinshasa comme parti politique. Mais c'est un allié de Kabila. Nous devons faire sauter la marmite. Et nous demandons à tous ceux qui ont la bonne volonté, ceux qui se sentent prêts, parce que le peuple est déjà prêt, par de Yebela, par de tout ça, non, Wumela, qui est d'ailleurs un crime, parce qu'on demande à un chef d'État de rester,
de rester indéfiniment au pouvoir. Ad aeternum vitam. Nous demandons cela et nous allons nous réunir. Ceux qui ont la volonté de forcer les portes vont se réunir. Il a invité les gens. Il y a des gens qui étaient invités mais qui ne sont pas venus. Vous n'allez pas me dire que MLC ne représente rien. MLC n'était pas présent. Vous n'allez pas me dire que INC ne représentait rien. Même s'il y a eu des gens qui sont venus à titre personnel. Vous n'allez pas me dire que le mot qu'il y a ne vaut rien, ne vaut rien. Vous allez me dire que Apareco ne vaut rien. Non, attention. Attention. Ce que je constate dans la composition de ceux qui sont venus, c'est une prédominance GS7. Une prédominance GS7. G7 et ses alliés récents de Kinshasa. Non, soyons sérieux parce que nous parlons des choses sérieuses. On est dans une situation difficile. Une situation qui demande l'apport de chacun d'entre nous. Je ne minimise pas. Il y a un côté positif dans ce que vient de faire le patriarche Etienne Tshisekedi. Il y a un côté positif. Le côté positif, c'est le fait de vouloir rassembler tout le monde. Ça, c'est un côté positif. Mais le problème, c'est l'objectif à suivre. On n'est pas dans la même démarche. La démarche qu'il cherche, moi je vois très mal. Se retrouver dans un dialogue avec Kabila et le défenestrer pendant ce dialogue-là. C'est très difficile. C'est très difficile. Cherchons d'autres moyens et le seul moyen qui nous reste, c'est les soulèvements populaires parce que le peuple est prêt et je crois que nous pouvons arriver à ce niveau-là, à déboulonner le pouvoir en place. Nous avons les moyens de le faire parce que le peuple est tout le temps nourri par ce qu'il voit. Vous savez, le peuple n'est pas bête. Il y a des choses qui démontrent vraiment que le peuple est prêt à passer à l'acte. Il faut voir l'extrême, la misère la plus extrême de ce peuple, qui est paradoxale à ce que nous avons comme potentialité, que certaines personnes s'accaparent tous les biens collectifs. Et nous voyons des gâchis. Nous avons parlé, il y a des gâchis dans le mode de gestion. C'est pour ça que j'ai dit c'est tout un système. Je ne m'attaque pas à Kabila. Kabila n'est qu'un élément parmi tant d'autres. C'est une chaîne. Mais c'est le mode de gestion, le mode d'organisation de notre État qui doit être remis à plat. Merci beaucoup, monsieur Bofessé. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. Mais on peut terminer ici. Vous dites qu'il y a des partis ou des personnalités, des groupes qui n'ont pas été invités. On le suit. Beaucoup de Congolais nous suivent. Si vous étiez la Pareco, vous étiez l'unique, vous étiez d'autres groupes-là, même si vous avez été invité, on voit manifestement vous allez refuser parce qu'il y a Kamere qui n'a pas voulu être là. Il y a d'autres groupes aussi qui ont refusé de participer. On n'a pas invité, on ne vous a pas invité parce que vous êtes des pro-soulèvements populaires. Eux, c'est beaucoup plus entre les gens qui aimaient ou les anti et les pro-dialogue classiques. Vous, c'est avec autre système, vous, c'est des soulèvements populaires. Même si la Pareco a été invitée ou l'unique, vous allez encore décliner l'offre, de vous compliquer encore les choses. Vous les hommes politiques qui nous dirigent, vous refusez, vous jouez. Est-ce que vous jouez les jeux de Kabila? Parce qu'on vous reproche aussi, vous jouez les jeux de Kabila. Pendant que les autres s'ensemble pour chasser Kabila, vous vous mettez à l'écart pour critiquer encore ce qui est mis en place. Kinshasa parle de tentative de coup d'État. Vous ici, vous donc. Oui, je commence d'abord parce que vous venez de dire... Qui condamne le conclave de Bruxelles. Oui, mais Kinshasa,
Kinshasa avec Kabila, ils n'ont rien à voir avec ce que le peuple congolais peut faire. Nous, le peuple congolais, nous avons le droit de nous organiser là où nous voulons. Je ne remets pas en cause l'appel de Kabila, d'Étienne Tshisekedi. Ceux qui sont à Kinshasa, ils sont habitués à cela, à des âneries, des inepties. Moi, je ne rentre pas dans leur jeu. Je dis tout simplement, ça fait très mal. Parce que j'ai suivi ce Aubin Minakou qui a pris la parole. Lorsque Kinshasa parle de coup d'État, je ne vois aucun coup d'État qui ne peut venir des gens qui se réunissent à l'extérieur. Les coups d'État se font à Kinshasa. Et ça me fait très mal quand de telles âneries et des inepties proviennent de gens qui ont étudié et qui connaissent bien l'essence profonde de chaque concept qu'ils utilisent. Ça me peine. Moi, je crois que ici, je m'adresse seulement. Le problème entre Congolais, parce que ceux qui sont ici, ce sont des Congolais, et je parle à mes frères compatriotes congolais. Donc, nous avons une divergence dans la démarche, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas se voir, qu'on ne peut pas discuter ensemble. On discute avec eux, mais discuter avec l'autre qui est un occupant, un envahisseur, un conquérant, qui a l'esprit afdélien, ça ne passera pas parce qu'il fonctionne jusqu'à présent selon les accords de l'Émirat. Les accords de l'Émirat n'ont jamais été abrogés et nous voyons la situation par comment le Congo est dépouillé de ses richesses. Aujourd'hui, le lac Kivu, il y a le Rwanda qui comment dirais-je, qui a construit une infrastructure pour pomper le gaz du lac Kivu. Il y a dans le lac Édouard, il y a l'Ouganda qui pompe le pétrole. Il y en a dans le littoral, il y a l'Angola qui pompe aussi le pétrole. Donc c'est l'esprit des accords de l'Émirat qui disait que le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'AFDEL. Et c'est ça ce qui continue. Et moi, je ne vois pas pourquoi les gens ne doivent pas se réunir. Mais le plus important, c'est l'objectif à suivre. L'objectif, c'est de déboulonner Kabila. Et on ne peut pas les déboulonner par les dialogues. Et j'aimerais bien préciser une chose. Vous savez, il y a pendant longtemps que l'histoire des Bénis perdure. Et si c'était vraiment un gouvernement sérieux, ce gouvernement allait déjà mettre fin à cette situation. 20 ans que ça perdure. Nous avons... C'est pour cela, je dis, il faut un changement le plus rapidement possible. Pour que nous puissions avoir une armée républicaine. Une armée qui doit sécuriser nos frontières et protéger la population. Et je crois que dans les jours à venir, quand les choses vont changer, rien ne nous empêchera de mettre vraiment des infrastructures militaires tout au long de nos frontières malheureuses qui nous endeuillent tout le temps, de ces frontières poreuses. Nous avons une tradition militaire. Le Congo a une tradition militaire. Ce n'est pas ces petits pays qui peuvent nous gérer. Nous avons une tradition militaire. Et les gens doivent se ressourcer dans l'histoire. Il y a des gens comme le brigadier Lufungula. Les gens entendent aujourd'hui parler de Lufungula, mais ils ne connaissent pas qui il était. Voilà des choses comme ça. Il y a Bobozo, qui est un général. Sous la colonisation, il était le secrétaire, le sergent-major. Lufungula a fait la bataille de la Première Guerre mondiale. Il a libéré le Rwanda, le Burundi, jusqu'à aller en Tanzanie, à Tabora. Ça, c'est la force publique
face aux Allemands. Et c'est une histoire que nous devons en prendre compte. Nous avons une histoire militaire. Ça, c'est la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, le sergent-major Bobozo, en 1941, il commandait les mitrailleuses au bord du lac Bortaï, en Abyssinie, c'est-à-dire en Éthiopie. Face aux Italiens, il a résisté jusqu'à ce que, avec sa troupe, il a pris la ville de Sayo. Nous avons une tradition militaire. Et la force publique a pris Sayo, a pris Gambela et Assosa en Éthiopie. Ça, c'est notre tradition militaire. Voilà, il y a deux personnalités pour dire que nous avons des repères. On ne vient pas du néant. Le Congo n'a pas commencé avec l'AFDEL. Avant l'AFDEL, le Congo existait. Il y a autre chose. Quand on nous parle aujourd'hui de taux de croissance élevés avec Matata Mpoyo, mais entre 1968 et 1974, nous avons connu une croissance élevée aussi. Contrairement à ce qui se passe maintenant, à l'époque, cette croissance économique nous permettait de manger 3 fois par jour. La scolarité primaire était gratuite. On avait l'accès aux soins de santé. Je me rappelle encore, il y avait cette carte-là qu'on appelait ayant droit. On avait des bus scolaires, des gens qui quittaient Ndili pour venir étudier à Kalina. Donc, on n'a pas à revenir tout le temps sur la Deuxième République au moment où vous avez fait 20 ans. Pourquoi place-t-on, on peut terminer ici, pourquoi de plus en plus dans d'autres milieux, on cite Matata Mpoyo parmi les meilleurs premiers ministres qu'a connu le Congo? Le Congo a connu plusieurs premiers ministres. Matata Mpoyo, c'est un affabulateur. Il faut arrêter de le prendre au sérieux. Ce n'est pas sa cravate rouge ou son attitude solennelle et parfois responsable qu'on doit dire qu'il est le Premier ministre. On connaît le Premier ministre par les résultats. Un gouvernant, on le connaît par son résultat. Et aujourd'hui, il parle de taux de croissance élevés. Un taux de croissance qui n'a aucun impact social. Vous allez voir, vous allez observer qu'en matière de macroéconomie, lorsqu'on parle de taux de croissance, c'est qu'il y a une productivité. Une productivité, c'est-à-dire le rapport entre la production et la quantité du travail fourni. Et cette productivité, on ne voit pas. Notre croissance économique est beaucoup plus accentuée par l'apport extérieur, par nos relations avec les institutions de Bretton Woods. La dette, il n'y a pas de classe moyenne. Dites-moi, la dette intérieure n'est pas payée. Ce qui fait que les entrepreneurs ne peuvent pas renouveler leurs infrastructures. Donc l'État lui-même s'asphyxie. Il asphyxie l'économie. Donc il n'est plus crédible. Comment voulez-vous parler de taux de croissance dans cette situation-là? Le social, quand on parle de politique sociale, c'est pour corriger toutes les décisions économiques. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, on aura le temps de parler économie avec vous. Aujourd'hui, on a écouté vos réactions par rapport au conclave de Genval de Belgique. Vous, c'est beaucoup plus le soulèvement populaire. On dit wait and see. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir M. Dieudonné Bofessé, vice-président du parti unique, qui a réagi à chaud et qui a donné des pistes, des solutions pour sortir notre pays, le Congo, là où le pays se retrouve. C'est vraiment triste, c'est triste. Merci, à la prochaine.